Alors, on va commencer cette conférence hein, qui est organisée par la SPEA. Et je vais très rapidement leur laisser la parole, comme ça ils vont parler d'eux. Et puis je crois qu'on va traiter de quelle manière on peut préserver nos blaireaux, ça, hein, et peut-être d'autres petites bêtes. Voilà. Eh bien, donc la conférence va durer un peu moins d'une heure, et puis il y aura à la fin, donc on passera le micro pour les questions-réponses. Belle conférence. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, on va se présenter vite fait. Donc, moi, c'est Clémence Porly et je suis accompagné de Guillaume Huguenin. On est adhérent bénévole à l'ASPAS et on fait partie de la délégation iséroise. Donc, on voulait, avant de parler du blaireau, on voulait vous présenter un petit peu l'ASPAS, son mode de fonctionnement. Donc, on va lancer. Donc l'ASPAS a été fondé en 1980, donc ça fait 43 ans maintenant. Donc c'est une association qui est 100% indépendante, on ne reçoit aucune subvention, on est uniquement financé par les adhésions des adhérents. Donc on est également reconnu d'intérêt général et d'utilité publique. Et le fait d'être reconnu d'utilité publique nous permet de recevoir des dons de la part des personnes, et notamment ils peuvent nous donner des terrains. On en parlera plus tard. Les missions principales de l'ASPAS, donc le respect et surtout l'évolution du droit de l'environnement, la protection de la faune et de son patrimoine naturel et la sensibilisation du public et des élus. Et donc pour ces missions, on a trois piliers d'action. Donc la sensibilisation, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on a notre stand sur le festival, on fait aussi des conférences, on a des kits pédagogiques. Il y a un très gros service juridique à l'ASPAS, on va en parler aussi après. Et le dernier gros pôle d'action, ça va être la maîtrise foncière. Et ça, c'est Guillaume qui nous en parlera. En quelques chiffres, donc c'est 15 000 adhérents au national. Donc un peu plus de 100 000 sympathisants sur les réseaux sociaux ou inscrits aux newsletters. On a une grosse vingtaine de salariés au siège qui est basé à Crest, dans la Drôme. Et sur le territoire, donc les actions sont organisées dans les départements par les délégations. Donc il y en a, je crois que le chiffre est à jour, c'est 36 délégués qui vont gérer 39 départements, parce qu'ils ont certains gèrent 2 départements en même temps. Et donc on va voir sur la carte juste après qu'on est présent quasiment sur toute la France, que ce soit les délégations officielles. En turquoise, ça va être les délégations qui sont en attente d'accréditation, qui sont en train de se monter. Et après, en vert clair, c'est toutes les demandes de rencontres par les adhérents pour éventuellement mener des actions. Les campagnes principales de l'ASPAS, donc ça va être des campagnes sur certaines espèces, donc les plus emblématiques, on va dire. Donc le renard, le loup, le blaireau et l'ours. Donc ça va être pas mal de sensibilisation là-dessus surtout. Après, il y a un gros travail qui est fait principalement au niveau juridique sur les nuisibles, donc ce qu'on appelle maintenant les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, dont on a parlé il n'y a pas longtemps avec la nouvelle liste qui est sortie au mois de juillet. Et puis, on va aussi s'attaquer, alors pas directement à la chasse, parce qu'on n'est pas anti-chasse, mais aux abus liés à la chasse et à certaines pratiques de chasse, comme la chasse en enclos. On est aussi présent auprès donc, des élus avec l'édition d'un guide à destination des maires, parce que bien souvent ils sont démunis face à la chasse. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'interdire la chasse, mais ils peuvent quand même la réglementer, donc que ce soit pour des raisons de sécurité ou juste sur certains jours. Donc là, on leur vient en aide. Et ensuite, avec le juridique,
on va, suivant les espèces, s'il vous plaît. Donc en fonction des espèces, le loup, on va surtout s'attaquer aux tirs, aux déclarations de tir, de défense. Le blaireau, on va essayer de faire interdire le déterrage. Le loup, on va plus être sur essayer de faire évoluer le régime juridique du renard. Et après, donc, ce qu'on disait, les nuisibles, donc essayer de faire évoluer cette liste qui classe les animaux et qui permet de les tuer, de les piéger toute l'année. Et donc aussi la chasse. Et puis bien évidemment, et malheureusement, il y a beaucoup de plaintes qui sont déposées, que ce soit pour du braconnage, de la pollution ou plein d'autres agressions envers la nature ou un peu toutes ces espèces. Et donc après, je vais passer la main à Guillaume qui va nous parler de la maîtrise foncière. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc le deuxième volet d'action pour l'association pour l'ASPAS, donc c'est toute la partie maîtrise foncière. On a différents dispositifs. Le premier, c'est ce qu'on appelle les réserves de vie sauvage. Le constat déjà, c'est qu'on se rend compte que les mesures de protection réglementaires des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des parcs naturels régionaux garantissent pas forcément une protection dans le temps suffisamment efficace et que sous la pression des lobbies, la chasse, la sylviculture, l'élevage sont quand même présents sur ces espaces qui malheureusement couvrent qu'1% du territoire français. Du coup, l'objectif de l'ASPAS, c'est de reconstituer des foyers de ce qu'on appelle la libre évolution, donc des zones où il n'y a aucune activité humaine. Donc la vie sauvage se développe à l'abri de toute destruction, de toute exploitation. On autorise simplement la balade contemplative et respectueuse. Donc ce n'est pas des zones qui sont sous cloche. Hein. On peut y aller, n'importe qui peut y aller, mais uniquement pour se promener et faire de la photographie. Donc c'est la maîtrise foncière, l'acquisition foncière, c'est vraiment le seul outil juridique qui permet de réglementer de manière immédiate les activités humaines et de les interdire sur une propriété. Donc on fait l'acquisition de terrains qui juridiquement ne peuvent être ni revendus ni utilisés pour autre chose que la préservation du milieu naturel. Donc on ne reçoit aucune subvention publique, comme le disait Clément tout à l'heure. Ça veut dire que toutes les acquisitions foncières qu'on peut faire, ce sont uniquement grâce aux dons et à la générosité de nos adhérents et de nos sympathisants. Alors juste un petit visuel de ce qu'on a actuellement en notre possession. Donc il y a la réserve de vie sauvage dans le Grand Barry, dans la Drôme, avec Sens-Rome, totalement protégée. Donc il faut savoir que c'est le plus haut niveau de protection en France. La réserve du Trigord dans les Côtes d'Armor et une réserve un petit peu plus proche de chez nous, le Vercors-Vie sauvage, donc qui a été une acquisition relativement récente en 2020. On a acquis cette réserve de près de 500 hectares. Ça a été très médiatisé, vous en avez peut-être entendu parler, puisque c'était pour le coup un ancien enclos de chasse. Donc il y avait sur ces 500 hectares à peu près 250 hectares qui étaient un ancien enclos de chasse. Donc où maintenant les animaux sont toujours présents puisqu'on ne peut pas les libérer dans la nature, mais par contre ils ne se font plus tirer dessus. Et il y a encore différents projets d'acquisition foncière dans les tuyaux. Donc on est continuellement en recherche pour pouvoir augmenter ces espaces. Le deuxième dispositif, c'est les havres de vie sauvage. Alors sur le principe, c'est somme toute assez similaire aux réserves de vie sauvage, si ce n'est que là, on permet à des propriétaires, donc ce n'est pas l'ASPAS qui se porte acquéreur, on permet à des propriétaires donc, qui ont au minimum 5 hectares de terrain, de protéger efficacement leur terrain sur le long terme. Donc on signe en fait une obligation réelle environnementale devant un notaire. Et l'ASPAS et le propriétaire s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre à préserver le terrain de toute intervention humaine pendant 99 ans. Donc ça va au-delà de la propriété du propriétaire à couvrir les acquisitions qu'on peut faire nous à notre niveau en créant un maximum de réserves intégrales en France. Et le dernier volet sur la partie foncière, donc c'est les refuges ASPAS. Donc ça, c'est la possibilité pour des propriétaires, pour des particuliers, de mettre en refuge leur terrain pour ne plus pour les exclure leur terrain en fait du territoire de chasse. Donc territoire de chasse des ACCA ou des associations de chasse. Donc l'ASPAS accompagne les propriétaires dans cette démarche
Puisqu'au départ, il faut savoir que si on n'a rien fait de notre côté, potentiellement, si le terrain n'est pas clos, la chasse peut tout à fait être pratiquée chez soi, même si le terrain est privé. Donc si vous aimez la nature, les animaux sauvages, et que vous souhaitez vivre sans vous faire tirer dessus, en sécurité chez vous, le juridique de l'ASPAS peut vous apporter son aide, son expérience, et donc on passe une convention et après on appose des petits panneaux tout le tour de son terrain pour bien préciser que la chasse est interdite dans cette zone. Donc c'est une démarche qui est relativement simple. Aujourd'hui, il y a plus de 1300 refuges ASPAS en France, donc ça fait plusieurs milliers d'hectares qui sont où la faune sauvage est protégée des tirs des chasseurs. On va maintenant passer au thème de la conférence, donc protégeons le blaireau, qui est une espèce assez emblématique pour notre association. Et comme protégé, faut d'abord bien le connaître. Clément, il va vous présenter ce sympathique petit animal. Alors, petit portrait rapide. Donc, le blaireau, donc toujours facilement reconnaissable. Il fait partie de la famille des mustélidés, donc comme la belette, l'hermine, la fouine ou la martre, par exemple. On le surnomme très souvent le petit ours des campagnes, déjà parce qu'il est plantigrade et parce que ses empreintes du coup ressemblent beaucoup à celles des ours, en étant bien évidemment beaucoup plus petites. Puisque niveau mensuration, le blaireau fait entre 70 et 80 cm de long. Il fait entre 8 et 12 kg en moyenne. Les mâles vont être un peu plus grands que les femelles. Il va vivre en moyenne 14 ans. Mais c'est difficile pour lui de passer les 5 ou 6 ans en milieu naturel. On verra aussi après pourquoi. Il va avoir des pattes très, très courtes et très robustes parce que c'est l'une de ses principales caractéristiques, c'est que c'est un animal fouisseur. Il va creuser son terrier, il va l'entretenir. Ça lui demande énormément de travail. Donc il a fallu s'adapter et donc j'ai perdu le terme. C'est pas grave. Il est adapté. Donc c'est un animal qui est principalement nocturne. Il va sortir un peu de son terrier en fin de journée pendant les mois d'été, que ce soit entre le mois de mai et le mois d'août. Et les jeunes vont pouvoir sortir en pleine journée aussi. T'es allé un peu trop vite. Et donc par contre l'hiver il va rester au fond de son terrier la plupart du temps. Il ne va pas hiberner, mais il va quand même baisser un petit peu sa température corporelle de quelques degrés. Au niveau des sens, il a une ouïe qui est très développée et un odorat qui va être 7 à 800 fois plus fin que celui de l'homme. Et à contrario, il va avoir une vue qui va être très faible. Il est myope. Et donc, parce qu'il a besoin d'être adapté à la faible luminosité du terrier et à sa vie nocturne. Et pour se repérer dans le noir, on voit un peu là sur la photo, il a quelques moustaches, quelques vibrisses sensorielles, un peu comme le chat, pour l'aider à pressentir les obstacles dans le noir. Et enfin, donc, il va être présent sur tout le territoire métropolitain, sauf en Corse. Donc, c'est un animal qui est principalement forestier, mais il sait s'adapter à tous les milieux naturels. Il lui faut simplement un point d'eau à proximité du terrier et puis des ressources naturelles, des ressources de nourriture suffisantes. Voilà, on peut même le croiser en moyenne montagne jusqu'à 1500 mètres. Voire même dans des cas exceptionnels, on a déjà croisé à 2000 mètres. Ensuite, donc c'est un animal qui est très sociable, qui vit au sein de groupes ou de clans, entre 5 et 8 individus en moyenne. Donc la taille du groupe va être limitée par les ressources alimentaires,
mais aussi par des facteurs environnants, que ce soit la chasse ou le trafic routier. Le clan va être très territorial, mais il peut quand même partager quelques espaces avec d'autres groupes de blaireaux. Il y a une forte hiérarchie au sein du groupe. Alors pas aussi marquée que chez le loup. Il y a quand même un individu qui peut être dominant, ça va soit être le mâle reproducteur, mais généralement il n'y a pas de combat au moment des reproductions, quoi. Ça se passe très bien. La vie au sein du groupe est également marquée par une forte cohésion sociale. Il y a beaucoup de moments de jeu, que ce soit entre les jeunes ou aussi avec des adultes. Il y a des séances de toilettage mutuel. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle l'allomarquage, qui est donc le marquage corporel par l'odeur commune. Donc les blaireaux vont se frotter pour se partager l'odeur du clan. Donc alors il arrive aussi que l'élevage des jeunes soit fait par d'autres femelles que par la mère. Et donc voilà, c'est une vie sociale qui représente beaucoup d'avantages pour ces animaux. Et là où le blaireau va être solitaire, ça va être pour sa recherche de nourriture. Alors ils peuvent partir plusieurs à la recherche de nourriture, mais chacun va se nourrir soi-même. Ils ne vont pas ramener de réserve au sein du terrier, hormis pour les jeunes quand ils en auront besoin jusqu'au sevrage. Après, autre emblème du blaireau, on va dire, c'est le terrier. Donc on a vu que c'était avec ses pattes, c'est un incroyable terrassier. Il a donc des griffes non rétractiles qui vont lui permettre de creuser son terrier. Et ça va souvent être un véritable labyrinthe sous terre. On va avoir plusieurs galeries qui vont mener soit à des chambres, soit à des cul-de-sac. Et les entrées du terrier, c'est ce qu'on appelle des gueules. Il peut y en avoir généralement une dizaine par terrier. Les galeries peuvent faire jusqu'à 20 mètres de long et elles font en général une vingtaine de centimètres de diamètre. Donc tout juste la place pour que le blaireau puisse circuler. Il n'y a pas vraiment la place de se croiser à l'intérieur. Donc les blaireaux ne vont pas creuser de terrier chaque année, ils vont réutiliser ceux de leurs parents, et se le transmettre de génération en génération. Ils vont simplement creuser d'autres terriers un petit peu partout sur leur territoire pour s'en servir de terriers annexes pour des lieux de repos ou de refuge. Parce que le territoire du blaireau peut s'étendre parfois jusqu'à 50 hectares si les ressources alimentaires sont suffisantes, mais ça peut aller, si besoin, jusqu'à 150 voire même 200 hectares. Donc sur une telle surface, c'est quand même important d'avoir des lieux pour se reposer ou se réfugier en cas de souci. Pour en revenir juste sur les gueules, donc les portes d'entrée du terrier, le nombre de gueules ne va pas forcément correspondre au nombre de blaireaux à l'intérieur. C'est plus en fait ça sera signe de l'âge du terrier. Il faut savoir que donc un terrier peut être utilisé sur plusieurs décennies, voire même sur plusieurs siècles pour les plus anciens. Donc les blaireaux passent la majeure partie de leur journée dans le terrier et aussi de la mauvaise saison, donc ils vont avoir besoin que ça soit confortable et propre. Donc c'est pour ça qu'ils vont aménager, on devine un peu sur la photo, avec des herbes, des feuilles, de la mousse, pour s'en servir aussi de litière, qui vont régulièrement changer. Et comme c'est vraiment confortable, tout le monde va en profiter, puisque très régulièrement, les renards ou les lapins peuvent profiter du terrier. Donc, que ce soit les anciens ou même les terriers habités, la cohabitation se fait très bien entre les espèces.
Et on peut aussi avoir d'autres espèces, que ce soit le chat forestier, la fouine, la martre, ou même par moments des chauves-souris. Et là où ça devient important, c'est que la chauve-souris d'un terrier, il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas de chauve-souris ou d'autres espèces protégées qui y logent. Ensuite, les amours du blaireau. Donc le blaireau va atteindre sa maturité sexuelle entre 9 et 18 mois pour les femelles et entre 1 et 2 ans pour les mâles. La période de reproduction va s'étaler sur 2 ans, enfin sur 2 années. En début d'année, généralement, donc entre janvier et mars, ça va être la période du rut, où il va y avoir les accouplements. Donc la femelle va être fécondée, mais l'œuf ne va pas se développer tout de suite. Il va être mis en sommeil, généralement jusqu'en fin d'année, au mois de décembre, où là, il va commencer sa gestation de 45 jours à peu près. Ce qui fait qu'on va avoir une synchronisation des naissances en début d'année suivante, donc entre janvier et février. La portée va compter en moyenne 3 ou 4 blaireautins. Il peut y en avoir qu'un seul et ça peut monter des fois jusqu'à 6 ou 7 quand ça fonctionne bien. Les blaireautins vont être aveugles et sourds à la naissance. Leurs yeux ne s'ouvrent qu'à partir de 5 semaines et ils vont rester les 2 premiers mois de leur vie dans le terrier. Et après, donc, ils vont commencer à sortir à 2 mois et puis ils vont être sevrés à l'âge de 6 mois. Mais la mère peut quand même les nourrir un petit peu tout au long de la première année quand il y a besoin, et notamment lors de la mauvaise saison. Donc voilà, on voit que le cycle de reproduction est relativement lent, parce que ça fait des naissances tous les 2 ans. Ça peut arriver que la femelle soit refécondée dans la foulée, mais c'est quand même très rare. Donc ça veut dire que ça va faire à peu près des naissances tous les 2 ans. Donc ça va être un cycle de reproduction très lent avec des portées qui ne sont pas énormes. Et sachant que à peu près la moitié des blaireautins ne passent pas la première année parce qu'ils ne sont pas suffisamment forts. Si on rajoute la mortalité routière et la chasse, on est très loin de la pullulation que certains aimeraient faire croire. Après, au niveau de la nourriture, donc le blaireau, c'est principalement un carnivore, mais il est aussi omnivore. Il mange vraiment de tout. Il va principalement affectionner tout ce qui va être lombriques, insectes, et puis un petit peu les amphibiens et quelques micro-mammifères. Alors les micro-mammifères, ça va principalement être des individus qui sont affaiblis parce que le blaireau n'a pas vraiment la carrure d'un athlète pour partir à la recherche d'une proie, à la poursuite d'une proie. Donc il va plutôt s'attaquer aux petits mammifères qui vont être affaiblis. Après, quand il s'agit d'étaler, on l'a déjà mesuré à 25 ou voire même 30 km/h max, donc ça galope quand même. Entre 400 et 600 grammes de nourriture par jour, donc rapporté à son poids, ça représente quand même une grosse quantité de nourriture. Donc comme il sort principalement la nuit, il va se nourrir la nuit, mais à l'automne, avant la mauvaise saison, il va avoir besoin de se faire quelques réserves, et donc il peut des fois sortir jusqu'à plus de 10 heures par jour à cette période. Et donc juste avant la mauvaise saison, on a déjà vu certains individus peser jusqu'à 20 kg. Et enfin, comment savoir si les traces qu'on voit dans la nature sont un blaireau? Donc on a parlé vite fait des empreintes, donc on voit en bas à gauche. Donc les empreintes sont assez emblématiques aussi, donc on va voir principalement le gros coussinet plantaire avec principalement 4 doigts.
On devine là sur le... Donc on a bien les 4 doigts et là le 5e qui va marquer un petit peu moins. Et on a toujours aussi un petit peu les traces des griffes juste devant les traces. Elles font à peu près 5-6 cm de large pour les antérieurs et 3-4 cm pour les postérieurs. Ensuite, les poils sont aussi très représentatifs, facilement reconnaissables. Donc ils sont généralement très clairs, voire presque blancs à la base. Ils deviennent noirs au milieu et puis ils se rééclaircissent à l'extrémité. Et donc là, les poils, on les trouve aussi très régulièrement sur les fils barbelés. Quelque chose d'emblématique aussi vers les terriers, c'est ce qu'on appelle les cônes de déblai. Donc toute la terre que les blaireaux sortent du terrier, ils vont l'accumuler à côté, donc ça va faire des gros cônes. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils affectionnent principalement des terrains en pente, parce que pour eux c'est quand même plus simple après dès que c'est sorti du terrier pour évacuer toute la terre. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle les ballots de litière qu'on va trouver à proximité du terrier. Donc toute la litière qui sortent de leur terrier, ils vont mettre ça sur le côté. Et par moment aussi l'hiver, les journées où il fait suffisamment soleil et suffisamment sec, ils peuvent sortir leur litière pour la laisser aérer et la laisser sécher et la rentrer dans le terrier le soir. Et ensuite, il peut y avoir certaines griffures sur des arbres, donc pour repérer le territoire avec lesquels ils vont laisser leur odeur, donc l'odeur qui va être commune à tout le groupe. Et enfin, les latrines communes, donc ce qu'on appelle les pots. Donc les blaireaux vont faire leurs besoins un peu où ils font leurs besoins dedans. La plupart des pots sont disposés sur les limites du territoire, notamment pour marquer leurs limites avec leur odeur. Voilà, donc pour une présentation un peu rapide du blaireau. Et maintenant, avec Guillaume, on va parler de sujets un petit peu moins réjouissants. Donc le blaireau, c'est un animal qui est quand même relativement persécuté, en tout cas en France. En France, il est classé en tant que gibier, donc il est chassable, alors qu'il n'est ni nuisible, c'est pas une espèce nuisible, il n'est pas mangé non plus. Pour autant, on va voir qu'il a quasiment aucun répit. Sur une période de chasse, donc à partir de la mi-septembre, il peut être tiré jusqu'à la fin du mois de février et déterré. Donc on va voir, puisque c'est pas forcément quelque chose de très connu, ce que c'est que le déterrage, jusqu'au 15 janvier. En plus, le déterrage, ou ce qu'on appelle la vénerie sous terre, peut être prolongé sur simple volonté du préfet et être pratiqué dès le 15 mai. C'est-à-dire que le blaireau, potentiellement, peut être tué entre le 15 mai et fin février, soit presque 10 mois dans l'année. En complément de ces actes de chasse, toute l'année, s'il est jugé responsable de dégâts agricoles ou dans le soi-disant intérêt de la santé et de la sécurité publique, on peut, malgré que ce soit des pratiques normalement interdites, on peut exceptionnellement procéder à de l'enfumage des terriers ou à du piégeage, qui peuvent être autorisés. Et en l'absence de tout dommage, il est aussi, comme beaucoup d'autres espèces, victime de pièges non sélectifs. On en voit une photo, puisque il peut être pris dans des pièges qui ne lui sont pas forcément destinés au départ. Et pour finir, le Code de l'environnement autorise aussi les propriétaires ou les fermiers à repousser ou abattre les bêtes fauves. Et le blaireau, malgré sa petite tête de nounours, est une bête fauve, est considéré comme une bête fauve. Il peut aussi être tué de cette façon-là. Donc, de manière totalement opposée, on le voit dans la petite fenêtre qui est en haut, dans tout un tas de pays européens, c'est une espèce qui est intégralement protégée, donc dans des pays qui ne sont pas des pays exotiques ou loin de chez nous, c'est l'Italie, les Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal, Hongrie, Grande-Bretagne. Mais une fois n'est pas coutume, et comme beaucoup d'autres espèces animales, en France, il est persécuté. Alors pourquoi il est pointé du doigt, le blaireau? Alors, il y a différentes causes qui peuvent être
avancé. Donc une des causes, c'est qu'on l'accuse de ravager les cultures en mangeant parfois du blé, de l'avoine, de l'orge, principalement du maïs. Après, on se rend compte que les dégâts sont souvent assez minimes, c'est des visites qui sont assez occasionnelles et que souvent les dégâts sont plus liés aux sangliers qu'aux blaireaux. On l'accuse aussi de fragiliser les digues, les voies ferrées, les routes dans la construction de ces terriers. Pourtant, les galeries en général sont quand même suffisamment profondes pour éviter un effondrement de terrain. Et enfin, il peut être aussi accusé d'être porteur d'une bactérie qui peut transmettre la maladie de la tuberculose bovine au cheptel bovin, si jamais les domaines vitaux se croisent. Pour exemple, en Bourgogne, donc entre 2009 et 2010, il y a plus de 3000 individus, plus de 3000 blaireaux qui ont été éliminés sous prétexte de cette maladie. Et quand les analyses ont été faites sur ces 3000 individus, il n'y avait que 12 blaireaux qui étaient réellement contaminés par la tuberculose. Les dernières années, où pareil, il était question de tuer plusieurs centaines de bouquetins sans forcément faire le test de savoir s'ils étaient contaminés ou non. En plus, on se rend compte sur cette maladie que le fait de déstructurer les groupes en tuant des blaireaux et de manipuler les animaux morts, tués à la chasse, souvent c'est bien plus responsable de la propagation que le blaireau en lui-même. Mais bon, les chasseurs, ils continuent d'utiliser ce prétexte d'une éventuelle épidémie pour se divertir, on va le voir après, puis détruire des blaireaux tout en se faisant passer pour d'utiles agents sanitaires. On va voir une petite vidéo, il y a une ou deux images qui ne sont pas très sympas, il n'y a pas beaucoup de petits dans l'assemblée, mais j'en vois peut-être un devant, donc voilà, je vous préviens. Ça va ? Donc le déterrage, qu'est-ce que c'est que le déterrage? Alors déterrage est également appelé vénerie sous terre. Alors, vous connaissez peut-être la grande vénerie, la chasse à courre. Là, c'est la vénerie sous terre. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à lâcher des chiens dans les terriers, donc des petits chiens, des teckels, des fox terriers, des jack russell, pour acculer un blaireau ou plusieurs au fond du terrier, et puis l'en extirper assez brutalement, comme on vient de le voir, pour l'abattre. Donc une fois que le terrier est découvert, les chasseurs ils vont faire en sorte de le dégager, de débroussailler en arrachant ce qui peut gêner. Après, les chiens sont envoyés, s'engouffrent dans le terrier. De leur côté, les chasseurs, ou ce qu'on appelle aussi des équipages de vénerie, vont écouter l'oreille posée au sol pour voir où se situe le blaireau, puisqu'ils sont alertés par les aboiements des chiens. Et puis à partir du moment où ils savent à quel endroit il est bloqué, ils vont commencer à creuser sans relâche. Ça peut durer plusieurs heures, même quasiment des journées entières, pelle-pioche. Et ils vont transformer un habitat au départ assez calme et discret en un vaste chantier de destruction. Pareil, il y aura une petite vidéo qui vous sera montrée après. Donc pendant ce temps, le blaireau, encore une fois, ça dure plusieurs heures. Donc il peut endurer vraiment des longues heures de stress jusqu'à une journée entière, blotti au fond du terrier, mordu par les chiens. Et une fois qu'ils ont atteint le fond du terrier, ils vont l'extirper à l'aide d'énormes pinces qu'on a vu aussi, je crois, sur la vidéo, qui lui affligent aussi des douleurs. Et une fois qu'il est sorti, il va être exécuté, ou selon les termes exacts, il va être servi, c'est quand même plus joli, avec un fusil, un pistolet, ou parfois simplement donné vivant à manger aux chiens. Alors souvent les chiens sera leur récompense, donc il sera donné à manger aux chiens, mais des fois on ne se donne pas forcément la peine de l'achever avant de le donner aux chiens. De temps en temps, les chasseurs peuvent lui laisser la vie sauve, mais il faut savoir qu'après un tel traumatisme, bien souvent le blaireau va mourir dans les heures ou les jours qui suivent, parce que le stress a été tellement intense que ça peut provoquer un traumatisme souvent mortel.
Donc convaincus d'avoir fait œuvre utile en régulant la faune sauvage, hein, nos premiers écologistes de France se divertissent entre passionnés et ils vont grossièrement reboucher les terriers avant de repartir. Il y a 40 000 chasseurs qui pratiquent le déterrage de blaireaux en France. Il y en a aussi en Isère, on n'est quand même pas le département le plus touché. Et ça représente à peu près 3000 équipages localisés un petit peu partout. Je crois qu'on va voir là une petite vidéo sur ce qui reste à la fin de l'attraction. Alors cette vidéo elle avait été lancée l'an passé. L'ASPAS avait lancé une pétition qui a atteint 100 000 signatures pour faire interdire la pratique du déterrage. Les 100 000 signatures ont été atteintes, le sujet a été évoqué, donc ça permet déjà de prendre conscience de la problématique et de communiquer dessus. Mais comme bien souvent, pour l'instant il n'y a pas eu d'action menée et les choses continuent quasiment à l'identique. Au-delà de cette pratique de la chasse, le blaireau il a d'autres dangers qui le concernent. Voilà, il peut avoir des soucis de ressources alimentaires, mais l'homme, ça reste quand même son principal ennemi. Donc la chasse, on a parlé, le braconnage, les infrastructures, puisque voies ferrées, routes, autoroutes, ça a beaucoup détruit les milieux et fragmenté les habitats. Du coup, ils se retrouvent contraints de traverser ces équipements. Et de toute façon, on peut régulièrement voir des blaireaux sur le bord des routes. On a plus de chances de voir un blaireau mort qu'un blaireau vivant. C'est plus de 30 000 blaireaux qui sont victimes du trafic routier en France chaque année. Dans les forêts également, donc les forêts de production, les souches sont en général retirées, il y a très peu d'arbres morts qui sont laissés sur place et ça sert d'abri, ces arbres morts servent d'abri à toute une faune dont se nourrit le blaireau, des insectes, des micro-mammifères. Donc ça peut aussi être une difficulté pour lui. La suppression des haies aussi dans les prés, les champs, on en voit de moins en moins. De la même manière, c'est au détriment d'une diversité d'espèces qui servent aux blaireaux. Et puis tout ce qui est insecticides, fongicides, herbicides. Donc ça, c'est plutôt dans la durée. C'est vraiment des bombes à retardement puisque ça provoque une baisse de la fertilité chez les blaireaux et ça peut causer aussi des troubles physiologiques qui peuvent le mener à une mort, mais qui sera une mort plus lente, on va dire. Donc protéger le blaireau, pourquoi faire ? Oui, une petite diapo. Bon, je pense que voilà, vous avez bien compris que du coup, en France en tout cas, on prête avant tout attention aux lobbies synergétiques agricoles. Donc on est aujourd'hui le pays européen le plus hostile à la présence du blaireau sur son territoire. Donc pourquoi faut-il protéger le blaireau ? Est-ce qu'on doit se donner des raisons de le protéger ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous en donner quelques-unes. Donc s'il venait à disparaître, c'est toute une chaîne alimentaire qui serait perturbée. Et ça pourrait entraîner vraiment un déséquilibre irréversible. Par exemple, il se nourrit des bêtes sureaux, il participe à la dissémination des graines tout en aidant à leur bon développement grâce à ses digestions. Il aboure la terre à la recherche de son repas, donc ça aère le sol, ça permet une meilleure infiltration de l'eau, ça facilite le développement des végétaux. Il est amateur de rongeurs, comme le renard d'ailleurs, et il permet d'éviter les surpopulations de ces petits mammifères qui causent d'importants dégâts dans les champs et les récoltes. Donc c'est vraiment un allié de l'agriculteur. Il se nourrit aussi de beaucoup de larves qui peuvent embêter aussi l'agriculture. Et enfin, comme le disait Clément tout à l'heure, son terrier il sert souvent de logis à plusieurs espèces, que ce soit renards, lapins, chauves-souris, chats forestiers, quelques espèces protégées qui, elles, sont bien incapables de creuser de tels habitats. Comment le protéger, du coup ?
Donc dans certains départements, dans l'Oise en l'occurrence, où il y a une grosse pratique du déterrage, il y a un pôle de médiation faune sauvage qui a été créé et qui permet de trouver des solutions de cohabitation, et ils ont aussi mis en place un répulsif qui apparemment est assez efficace. Il y a des constructions de blaireauducs. Alors les blaireauducs, c'est simplement des tunnels qui passent sous les routes, qui permettent de limiter la mortalité routière. Alors aujourd'hui, il y en a quand même assez peu en France. Et ils doivent être aussi accompagnés soit de grillages, soit de haies assez denses pour diriger les animaux vers ces entrées, vers ces tunnels, parce qu'ils ne voient pas très bien. Il y a une association qui s'appelle Mélès, qui s'est vraiment spécialisée, qui est basée dans l'Oise aussi, spécialisée sur cet animal et qui est habilitée à les soigner pour après les relâcher dans la nature. Voilà, si vous trouvez un blaireau blessé ou un blaireautin seul, il ne s'agit pas de le recueillir chez soi, il faut vraiment faire appel à des gens compétents. Et après, comme on le disait au début de la présentation, il faut faire de la pédagogie autour de l'espèce, qui est quand même assez méconnue. Et c'est ce qu'on fait avec l'ASPAS. On diffuse des outils pédagogiques aux écoles. On a des kits pédagogiques et un d'entre eux concerne le blaireau. On informe le grand public. Alors ça passe par des actions comme aujourd'hui, mais aussi la pétition de l'an passé et le lancement maintenant depuis 2 ans de la Journée mondiale des blaireaux. Qui est le 15 mai. Alors vous avez peut-être vu sur le stand des petits badges Journée mondiale des blaireaux. Et on interpelle les élus aussi pour essayer de faire évoluer la législation, comme on l'a fait l'an dernier avec la pétition. Voilà. Tous les ans aussi, l'ASPAS et d'autres associations de protection animale font en sorte, ils se battent pour faire sauter les périodes complémentaires. Donc avec un certain succès, depuis quelques années, il y a de moins en moins de périodes complémentaires. Donc la période complémentaire, c'est la possibilité de déterrer du 15 mai au 15 septembre, en dehors des périodes de chasse classiques. Et plus les années passent, moins ces périodes complémentaires sont présentes dans les départements. En Isère, de protection animale, tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux auprès de notre entourage. On peut participer à des consultations publiques. Donc il y a des fois des consultations publiques sur lesquelles on peut se positionner. Tous les avis sont lus et pris en compte, théoriquement. Et après, on peut soutenir simplement les associations qui œuvrent pour le blaireau, telles que l'ASPAS et bien d'autres. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et merci. Merci. Merci pour cette intervention. Est-ce que vous avez des questions concernant cette... Oui. Merci. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont très mauvais, le blaireau? C'est une chose qui se dit dans les campagnes, qu'un blaireau, ça sent très mauvais. J'en ai jamais senti. Après, oui, il a très certainement une odeur assez forte, justement pour se reconnaître entre eux. Après, c'est l'interprétation de chacun, je pense. Ça reste un animal, je dirais, sauvage, voilà, avec ses particularités. Comme nous avons nos odeurs, il ne faut pas oublier que nous aussi, sans déodorant, avec tous ces produits chimiques dedans, on garde quand même une odeur à soi. Et c'est important entre nous aussi, quand même, entre humains, de se sentir un peu. Mais il faut quand même aussi penser à protéger tous ces animaux qui nous entourent et qui font partie du tout, comme nous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Comment ça se passe avec les chasseurs? La chasse, c'est moi. Nos amis, les chasseurs. Alors, déjà, faut pas non plus généraliser, parce que ça reste sur 1 million de chasseurs, encore une fois, il y a à peu près 40 000 d'entre eux qui pratiquent le déterrage. Et il y a tout un tas de chasseurs qui sont pas forcément pour ce type de chasse, quoi. On peut pas contester le fait que ce soit quand même relativement cruel, assez barbare. Et encore une fois, c'est une chasse purement de loisir. Le blaireau n'a pas besoin d'être régulé, il n'est pas nuisible, il n'est pas comestible. Donc après l'avoir tué, ils retournent dans le terrier, ils mettent deux pelles de terre par-dessus, et on n'en parle plus. Après, moi, j'ai jamais pour autant été confronté, mais ce qui est sûr, c'est que ils veulent pas lâcher le bout de gras, quoi.
Voilà, il y a un lobby de la chasse qui aujourd'hui est quand même très puissant, soutenu bec et ongle par notre tendre et cher président et nos sénateurs. Donc pour l'instant, clairement, une pétition comme celle de Aspas l'an passé n'a pas abouti, et il n'y a eu absolument aucune avancée, malgré qu'il y ait aujourd'hui une prise de conscience du grand public. 100 000 signatures sur une pétition, c'est pas rien, mais le chemin est encore long, et je pense que ça risque de se pratiquer encore pendant quelques années en France en tout cas. Voilà. Donc en tout cas, oui, ils veulent pas lâcher leur tradition et leur loisir du week-end. Après, là, pour le coup, sur le blaireau, il n'a pas un statut de protection au niveau européen. Donc, il y a tout un tas de pays qui pourraient nous servir d'exemple. Mais c'est le cas pour le blaireau et c'est le cas pour tout un tas d'autres espèces. Parce qu'en France, je crois qu'on chasse à peu près 80 espèces, quand dans la plupart des pays européens, on en chasse entre 20 et 30. Donc, il y a plein d'espèces aujourd'hui qui sont protégées quand ils survolent la Belgique, et puis dès qu'ils passent la frontière, ils se font tirer dessus. Donc je ne suis pas sûr que l'Europe ait beaucoup de poids par rapport à ça. En tout cas, concernant le blaireau, aujourd'hui, c'est un problème franco-français, quoi. Alors je crois qu'il n'y a pas vraiment de notion. Voilà, il est chassé, il n'est pas éradiqué. Après, on en voit quand même assez peu. Hein. Il est loin de pulluler. Mais il faut savoir que les espèces, elles adaptent aussi leur portée, le nombre de naissances aux soucis qu'ils rencontrent. Donc pour l'instant, non, il est présent, et les populations, normalement, sont quand même assez stables. Non, on ne sait pas exactement les dénombrer, quoi. Une question ici à droite. Oui, je voulais savoir si ça existe toujours, les blaireaux que nos grands-parents utilisaient pour se passer, si on exploitait toujours le poil ou pas. Ça existe encore, oui. Beaucoup moins, mais en cherchant sur Internet, je sais que ça se trouve. Et puis il y a même plein d'autres produits à base de blaireau, de peau de blaireau aussi, je crois, ou même d'autres animaux qui se vendent sur Internet. Ouais. Alors sur le blaireau, non, parce qu'il n'y a pas de, comme c'est pas en battu, il n'y a pas d'obligation de se déclarer. Après, non, on découvre ça en se promenant ou en allant faire notre tour de vélo, mais il n'y a pas d'information là-dessus, non. Une question ici. Oui, bonsoir. Quelle est la superficie minimum pour interdire une chasse avec l'ASPA ? Alors pour mettre son terrain en refuge, il y a donc uniquement pour interdire la chasse sur son terrain, il n'y a pas de limite de superficie. Si on a 50 mètres carrés de terrain, on peut. C'est pas très utile, mais le problème de faire retirer son terrain de la chasse, c'est qu'il faut le déclarer auprès de la CCA. Ça se fait tous les 5 ans, donc il faut tomber au bon moment. Et puis après, ça dépend du terrain de chacun, mais ça peut des fois amener plus de problèmes qu'autre chose au final, si on n'a pas vraiment une superficie qui est très importante. Mais en soi, non, on peut la moindre parcelle de terrain peut être supprimée de la chasse. Il n'y a pas besoin de clôture ou de choses comme ça ? Alors les clôtures, ça ne rentre pas forcément en compte. Alors je crois bien qu'il y ait des clôtures, ils peuvent. Alors même si votre terrain est supprimé de la chasse, ils peuvent enjamber les clôtures juste pour traverser. Mais il faut que ça soit fait avec certaines conditions, donc hors acte de chasse. Normalement, les chiens doivent être au pied, les fusils doivent être baissés. Voilà, il y a plein de choses. Mais en soi, ils peuvent traverser, et même n'importe qui. Il me semble que le droit ne reconnaît pas la violation de terrain. On peut traverser un terrain, c'est juste la violation de domicile qui est reconnue par la loi.
Bien. Y a-t-il d'autres questions qui permettent de vous éclairer sur de quelle manière on peut s'occuper de nos blaireaux? Après, si des questions vous reviennent, hein, on a notre stand juste derrière. Est-ce qu'il y a un problème avec les chiens domestiques, enfin la cohabitation, enfin des chiens un peu en liberté le soir, alors, de manière qui sont générale, postés oui. dans un coin et qui aboient pendant 2 heures? Juste sur le blaireau Non, c'est pas. Alors, je ne sais pas les voir. Oui, les chiens divagants peuvent poser problème sur la faune sauvage, hein, ça c'est sûr. Ouais. Tout comme le chat domestique, hein, malheureusement, il est responsable de beaucoup de dégâts. Donc c'est pour ça que sur les réserves de vie sauvage de l'Aspas, on peut venir se promener avec son chien, mais c'est tenu en laisse, impérativement. Parce que oui, même si son chien, on le connaît bien, on n'est pas à l'abri. Il peut prendre peur, il peut lui arriver quoi que ce soit et partir derrière une bête ou tout ce qui passe. Bien, écoutez, je crois que s'il n'y a plus de questions, on était ravis donc de vous recevoir. Je crois que ça faisait Merci longtemps. à vous. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu. Alors, il y aura, bien sûr, je vais faire la promotion de la SPEA. Vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le site internet. Vous êtes présents sur le festival. Et encore un grand merci, parce que ces animaux, ils ont besoin d'être protégés aussi. Merci à vous. Voilà. Une fois de plus, hein, toutes ces conférences, hein, elles sont organisées dans le cadre du festival par Espace Nature Isère. Et pour pouvoir continuer, je dirais, toutes ces actions, sachez que vous pouvez adhérer à Espace Nature Isère. Ça vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe. Et en adhérant, ça permet aussi de renforcer l'aspect financier. Et je le rappelle, nous sommes d'intérêt public, donc c'est un bonus fiscal pour vous. Encore un grand merci. Eh bien, on va, le temps de se connecter, même s'il faut se connecter ou boire, hein, telle était la conférence précédente.